Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart for Change. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Passion, notre rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif. Et nous sommes ravis de recevoir François Thierry, expert au sein de la maison de vente Agut. Nous nous pencherons sur l'investissement dans des articles de sport, à qui cela s'adresse et que peut-on acheter. À l'approche de Roland-Garros, il me semble que Agut propose la raquette de Rafael Nadal, la raquette avec laquelle il a gagné Roland-Garros en 2010. On va voir ça dans un instant. Ensuite, nous continuerons avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié aux femmes et à l'investissement quand on est une femme. Quelle différence avec l'investissement au masculin? Quels besoins, quels comportements et quel sens les femmes recherchent-elles quand elles investissent ou quand elles souhaitent épargner? Donc nous recevrons Anne-Laure Frischlander-Jacobson, fondatrice de Evest et enseignante à l'université Paris-Dauphine, et Evelyne Brugère, présidente de FOEB Solutions. Enfin, dans l'œil de l'expert, nous recevrons Jean-François Garin, directeur général délégué du groupe Premium. Nous évoquerons le suivi client du segment de clientèle mass affluente. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, notre rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif. Et aujourd'hui, on va se demander comment investir dans des articles de sport avec François Thierry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert chez Agut. Alors, Agut organise une vente le 16 mai prochain sur des articles de sport. C'est ça, François? Exactement. Donc, c'est des mémorabilia ou des articles de sport. C'est soit des objets qui ont été signés par les sportifs, soit des objets qui ont appartenu aux sportifs et qui rentrent un petit peu dans l'histoire du sport. On va y revenir dans quelques instants. Vous nous avez apporté quelques-uns de ces objets. Mais tout d'abord, comment est-ce qu'on fait, au-delà d'une vente aux enchères, par exemple, pour investir dans un article de sport? Alors, il y a plusieurs types d'investissements. C'est soit un investissement passion, en effet, soit un investissement vraiment purement financier. D'accord. Donc, il faut se renseigner sur les sports qu'on aime. C'est toujours plus facile. Si on part sur le tennis, par exemple, on peut imaginer adorer un des trois grands, Nadal, Federer et Djokovic, et puis se dire, je vais essayer de récupérer un objet avec lequel un de ces joueurs a joué. Et donc ça, c'est un achat passion. Et pour autant, quand on tape dans des grands noms du sport, on est quasiment sûr que l'investissement sera aussi financier dans plusieurs années, puisque c'est des joueurs qui sont un peu intemporels, même quand ils arrêtent leur carrière, ils ont une cote sur le marché qui reste très importante. Quel rendement à peu près on peut espérer sur plusieurs années, par exemple? Alors pour l'instant, le marché en France et en Europe, il n'est pas complètement structuré. C'est pas comme aux États-Unis où on peut atteindre des records au niveau des ventes. Il y a des ventes à plus de 10 millions, 15 millions de dollars. En Europe, c'est pas du tout le cas pour l'instant. Donc ces achats, on va dire depuis la sortie du Covid, on est peut-être à 15-20% par an à peu près. Vous l'aviez dit un petit peu, ça s'adresse aux passionnés, à tout le monde. Est-ce qu'il faut forcément être passionné par exemple de tennis pour acheter une raquette? Est-ce qu'il faut, ou est-ce que si moi je connais rien au tennis, je me dis bon bah tiens, j'achète la raquette de Rafael Nadal? Alors, comme dans tout investissement, je pense qu'il faut toujours se renseigner avant d'investir. Évidemment, il y a aussi une question de portefeuille pour pouvoir investir, parce qu'on a des investissements qui peuvent être faits autour de 100, 200 euros pour des petits objets de collection. Et puis, on peut aller très vite dans des objets. Là, vous avez la raquette de Rafael Nadal, par exemple, de 2010. Il a gagné le tournoi de Roland-Garros avec. C'est une de ses raquettes. Elle est estimée entre 10 et 20 000 euros. Donc, tout de suite, c'est un investissement beaucoup plus important. Maintenant, Nadal a arrêté sa carrière il y a 6 mois. Il va y avoir un engouement énorme à Roland-Garros. Il y a une fête qui va être faite pour Rafael Nadal cette année. Donc, c'est le moment aussi d'investir sur les objets de Rafael Nadal. Et peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ces objets auront fait x2, x3, parce que ça restera une icône du sport. Donc, il faut toujours faire en fonction de ses envies et puis se renseigner quand même un petit peu avant, parce que comme dans tout domaine, il y a aussi des contrefaçons. Il y a des éléments sur lesquels on peut investir, d'autres un peu moins. Donc, il faut quand même toujours se renseigner et passer par un expert qui pourra vous dire allez là-dessus, il n'y a aucun risque, ou ne partez pas là parce que c'est beaucoup plus aléatoire. Par exemple, il faut peut-être mieux aller voir, comme vous le disiez, un expert que de se dire tout seul, je vais acheter tel article sur Internet. Oui, d'autant plus que sur Internet, quand on va sur des plateformes assez connues sur Internet, actuellement, on a un ratio de faux
presque à 80%. Donc c'est-à-dire que si vous voulez acheter un maillot d'un footballeur sur Internet, il y a quand même 8 chances sur 10 que ce soit un faux. Oui, tout à fait. Et donc là, justement, en parlant de football, vous nous avez ramené un maillot. Exactement. Alors pour notre prochaine vente aux enchères, donc ça débute le 16 mai, on a récupéré le maillot de Laurent Blanc de la demi-finale de la Coupe du Monde 98, France-Croatie. Et c'est un maillot éminemment important puisque il prend un carton rouge. La France mène 2-1, il reste une quinzaine de minutes, il prend un carton rouge. Et donc Laurent Blanc, qui est quand même un joueur emblématique de l'équipe de France, ne pourra pas jouer la finale si la France se qualifie. Donc c'est un des maillots les plus importants de la Coupe du Monde 98. Et celui-là, par exemple, il est estimé entre 15 et 30 000 euros. Et là, c'est vraiment à acheter un morceau de l'histoire de l'équipe de France de foot. Donc ça, ce sera en vente le 16 mai. Tout à fait. À partir de, combien 15 000 euros 15 000 euros, oui. 15 000 C'est euros. l'estimation. On a une estimation entre 15 et 30 000 euros. Après, on sait que ça peut aller beaucoup plus haut ou pas, selon l'enchère. Exactement. Et le deuxième maillot que vous nous avez ramené. Le deuxième maillot, c'est un maillot de l'équipe de France de rugby, puisque pour cette vente du 16 mai, on a récupéré l'intégralité du musée du rugby français. La personne qui détenait le musée du rugby, c'était la tatoueuse attitrée du 15 de France et du top 14. D'accord. Et pour chaque tatouage qu'elle faisait à un joueur, le joueur lui donnait un maillot. Donc là, on a un maillot de Nicolas Brusque, qui était l'arrière de l'équipe de France dans les années 2000, donc le numéro 15. Et puis, c'est un des maillots qu'il a porté contre l'Irlande lors de son Grand Chelem en 2004. Voilà. Et dans cette vente aux enchères du mois de mai, vous avez d'autres sports que rugby, football et tennis? On fait vraiment multisport, donc on a aussi du cyclisme. On a des très beaux maillots de cyclisme aussi. On a des torches olympiques, donc ça, c'est des torches... avec lesquels les personnes ont défilé. Je crois qu'on a la photo d'une des torches olympiques. La torche, donc ça c'est Rome, c'est les Jeux Olympiques de Rome, donc elle est assez rare cette torche, d'autant plus qu'elle est avec son boîtier d'origine, c'est très très compliqué de trouver le boîtier. Et puis on a aussi du basketball, on a un petit peu de tout, on a du ski. Donc par exemple dans le basketball, vous vendez des maillots, des ballons? Exactement, alors des ballons de basket, on a 2 ballons signés par Larry Bird et Allen Iverson, donc des joueurs de NBA assez connus. Et puis on a un maillot signé par Michael Jordan. Voilà, c'est un peu large. On a un maillot assez incroyable aussi en hockey sur glace, puisque, alors c'est un peu plus technique, mais le joueur le plus connu de hockey sur glace de tous les temps s'appelle Wayne Gretzky, qui est un Canadien. C'est l'équivalent de Mohamed Ali, de Federer, de Pelé, mais en hockey sur glace. Et à l'époque, ils avaient 2 maillots par saison, 2 maillots domicile, 2 maillots extérieurs. Et on a le maillot pré-saison de ce joueur-là. Pour comparaison, le dernier maillot de ce joueur aux États-Unis s'est vendu à près de 700 000 $. D'accord. En règle plus générale, vous le disiez, on peut commencer à investir à partir de 100, 200 euros. On trouverait en dessous, par exemple, un bandeau de Rafael Nadal ou de Roger Federer qui l'aurait porté à un match ou pas porté d'ailleurs. Alors, nous, on a justement pour la prochaine vente un bandeau de Roger Federer à vendre. D'accord. Je l'ai estimé entre 100 et 200 euros, mais c'est le genre de petit mémorabilia qui peut très vite monter à 300, 400, 500 euros. On peut toujours investir à 50 euros, 100 euros. Il faut juste bien choisir ses cibles, mais on aura beaucoup plus de mal à obtenir des objets de légende du sport, puisque tout le monde veut la même chose. D'accord. Merci beaucoup François Thierry. Vous êtes expert au sein de la maison de vente Agut. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, une séquence entre femmes et aujourd'hui dédiée donc à l'investissement au féminin. Comment les femmes investissent, quels sont leurs rapports à l'argent et surtout pourquoi y a-t-il encore des différences entre les hommes et les femmes quand on parle d'investissement. Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir sur ce plateau Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'Evest et enseignante à l'université Paris-Dauphine et Evelyne Brugère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de FOEB Solutions. Pour commencer, Anne-Laure Frischlander-Jacobson, que peut-on dire des femmes et de leur rapport à l'argent ? L'argent, s'il a un genre, on peut vraiment se focuser sur celui des femmes, qui est particulier, puisque déjà l'argent est synonyme d'angoisse pour près de 80% des femmes. D'accord. Et là, c'est une grande différence par rapport au rapport masculin où l'argent va être synonyme plutôt d'autonomie, de positionnement et d'excitation même. Donc angoisse aussi, pourquoi ? Parce que tout simplement les femmes ont déjà
un salaire qui est souvent inférieur de près de 20% de celui des hommes. Et donc, là, cet sentiment de précarité et de besoin qui est associé à l'argent. Par ailleurs, là aussi, une culture, quelque chose de très sociétal dans le rapport féminin à l'argent, où finalement, il y a toujours cette question de légitimité du féminin dans le rapport à l'argent. Et on l'a vu, que ce soit dans l'argent de poche, où souvent on voit des différences entre l'argent de poche des filles par rapport aux garçons. Donc c'est quelque chose qui est ancré dès l'éducation qui va créer finalement un rapport différent des femmes avec l'argent. Donc déjà cette partie vraiment angoissante de l'argent qui va définir également donc un rapport au risque par rapport à l'investissement, puisque là, on va avoir une aversion au risque très, très, très prononcée, de plus de 80% pour les femmes par rapport aux hommes. Et ça a une implication directe sur la gestion des investissements qu'on va développer par ailleurs. On va revenir plus en détail, effectivement. sur angoisse, légitimité et aversion au risque, ce sont vraiment les trois freins que l'on voit déjà inhérents chez la femme. Evelyne Brugère, est-ce que, selon vous, les femmes investissent, donc là on parle vraiment d'investissement, est-ce qu'elles investissent de manière différente par rapport aux hommes ? Oui, je pense qu'elles n'ont pas du tout le même processus d'investissement que les hommes. Et en particulier, par rapport au risque, justement, je pense que les femmes sont beaucoup plus analytiques. C'est-à-dire que, je ne parlerai pas d'angoisse, mais quand elles investissent quelque part, elles veulent savoir dans quoi elles investissent et effectivement pouvoir évaluer. Elles font des recherches. J'ai été très longtemps, et je suis toujours dans le réseau Femmes Business Angel, par exemple. Quand les porteurs de projets arrivent dans une salle où il n'y a que des investisseuses femmes, ils sont en général très surpris de la quantité de questions qui leur sont posées et ça fait vraiment partie de la marque. Les femmes, elles vont investir, mais elles vont investir dans ce qu'elles connaissent ou dans ce qu'elles comprennent et surtout en ayant rencontré aussi les porteurs de projets, en tout cas pour ce qui concerne le private equity par exemple. Donc elles sont analytiques, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment étudier, elles vont vraiment prendre le temps de comprendre ce qu'elles font et pourquoi elles le font. La deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement on parlait, c'était pas le mot appât du gain, mais je pense que les femmes sont moins dans l'appât du gain que dans effectivement une rentabilité durable. Donc elles vont aussi mettre des valeurs, c'est-à-dire que les femmes ne vont pas investir dans n'importe quoi, elles veulent aussi quelque chose qui fait sens. Donc les critères extra-financiers sont très importants pour les femmes. On retrouve beaucoup dans les clientèles. Moi, si je fais une petite statistique, je n'ai pas beaucoup de familles de clients, mais j'ai 80% des femmes qui vont se préoccuper des critères extra-financiers, et alors qu'on n'aura que 20% des hommes qui vont s'en préoccuper. Alors, c'est vraiment une statistique très personnelle. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, je note quand même, chez les femmes, il y a toujours ce souci des critères extra-financiers. Dans la gestion, d'ailleurs, ISR, investissement durable, on retrouve beaucoup de femmes. Et la troisième caractéristique, c'est le rapport au risque, effectivement, qui est différent, je pense, chez les hommes que chez les femmes. C'est-à-dire qu'une femme ne va pas chercher une rentabilité à court terme, donc elle ne fait pas de crypto-monnaie, elles ne vont pas sur ces actifs très volatiles et très risqués dans lesquels, finalement, c'est assez difficile de comprendre comment se construit la performance et le gain. Donc, elles vont faire des investissements plus long terme. Et, elles sont un peu moins pressées, finalement, que les hommes. Elles sont moins pressées, elles sont à long terme, et on en parlait, je ne sais pas si vous allez poser la question justement sur le fait qu'effectivement les femmes sont meilleures gérantes que les hommes. Posons la question. Voilà, et donc du coup, moi, mon analyse, c'est qu'elles ont une meilleure compréhension du risque, et effectivement, dans leurs critères d'investissement, elles vont analyser le risque, quel risque je prends, quel est mon potentiel de rendement, et effectivement, elles vont souvent privilégier des investissements qui, au départ, paraissent moins rentables, mais qui présentent un moindre risque. En tout cas, le meilleur rapport rentabilité-risque. Anne-Laure, vous êtes d'accord ? Oui, il a déjà eu des études qui ont montré, d'ailleurs, qu'il y avait c'était, je crois, Trade Republic et Fidelity qui ont fait une étude sur les femmes gérantes et sur le fait qu'à long terme, la performance était supérieure de 2%, je crois. Aux hommes ? Par rapport aux gérants hommes. Et ça s'explique, d'une part, tout à fait, je partage totalement le point de vue, sur le fait qu'il y ait moins de trading, finalement, et le côté moins court-termisme.
Donc c'est très clair qu'il a une approche de la gestion de l'investissement qui est totalement différente et qui est plus long terme. Par contre, il faut déjà qu'elles investissent. Les femmes investissent moins. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors on est d'accord pour les femmes gérantes, mais il y a une problématique aujourd'hui chez la femme qui est finalement que son rapport à l'argent, du fait de cette sentiment d'illégitimité, fait qu'elle investit peu. Et aujourd'hui, si vous voulez, on va avoir autant d'épargne de la part d'une femme, d'un homme, mais seulement 29% des femmes vont investir. Et ça, si vous voulez, moi je vois un problème patrimonial assez prononcé sur le fait qu'elles n'investissent pas, du fait de la planification financière nécessaire. Les femmes vivent plus longtemps, ont souvent des salaires moindres, on l'a dit tout à l'heure, ce qui fait qu'il faut absolument planifier, et l'investissement sur un livret A ou sur un compte courant qui rapporte rien ne va pas suffire à combler ce déficit. Donc, cette aversion au risque, si vous voulez, leur empêche finalement d'atteindre cette autonomie financière, surtout quand on est sur un placement long terme. Donc, toute la problématique, elle est à comment diriger finalement les femmes vers l'investissement de façon à ce qu'elles puissent sécuriser leur avenir sur le long terme et préparer leur retraite. Donc, il y a peut-être encore un certain besoin de pédagogie, je pense, sur ce sujet. Est-ce qu'il y a un problème, entre guillemets, de conseil en France, selon vous, Evelyne ? Oui, alors moi je pense qu'il y a effectivement un problème au niveau du Conseil en France. Je prenais l'exemple, vous avez quelqu'un qui arrive, qui vient de toucher un gros patrimoine par héritage ou par d'une autre façon, et va voir un conseiller financier parce qu'il ne connaît pas, il n'y connaît rien en fait. Et en fait, la première chose qu'on va lui faire, c'est faire un questionnaire absolument ingérable et enfin voilà, très compliqué pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc effectivement, le résultat du questionnaire va être non, le client, la cliente, parce que ça concerne aussi les hommes et les femmes, et le client ou la cliente effectivement n'a aucune expérience et n'a aucune connaissance. Donc bilan d'opération, le conseiller, il ne peut rien faire d'autre que lui faire du livret d'épargne ou de contrat en euros. Donc ça, c'est quand même une aberration. C'est quand même, à mon avis, une aberration de la réglementation. Donc il faut effectivement je pense qu'il faudrait quand même revoir ce truc-là. On parle de pédagogie. Moi, je pense que la première chose qu'on devrait dire aux femmes, c'est que l'investissement, c'est pas compliqué. Et il y a aussi beaucoup chez les femmes, je pense, des tendances auto-limitantes, c'est-à-dire qu'elles estiment aussi que elles n'en sont pas capables. Parce que gérer les finances du ménage ou gérer une entreprise, une boulangerie ou une petite entreprise, c'est souvent les femmes qui font la compta, qui font les comptes et qui ont géré. Donc après, il faut leur expliquer que passer de ça à finalement de l'investissement, c'est pas compliqué, parce que investir, c'est acheter des parts d'une entreprise qui va faire plus ou moins de résultats, et voilà. Et donc il est tout à fait facile aujourd'hui d'investir avec quelques règles de base d'allocation d'actifs déjà sur un horizon de placement. Quand j'ai du long terme, quand j'ai plus de 10 ans devant moi, je fais des actions, et quand j'ai pas 10 ans, je fais pas d'actions. Donc déjà segmenter en fait son patrimoine en du court terme, du moyen très terme, sécurisé, du moyen terme et du long sur des terme, obligataires, et du long terme, du plus de 10 ans sur des actions. C'est la règle de base finalement d'investissement financier. Et puis ensuite, soit j'ai envie de m'intéresser aux entreprises si je fais des actions, soit j'ai envie de m'intéresser aux entreprises dans lesquelles j'ai investi. Très bien, je peux faire une sélection. On a des belles entreprises françaises dans lesquelles on peut investir sans souci sur du long terme. Et puis ou européenne ou même mondiale, donc du long terme. Et ensuite, effectivement, si on n'a pas envie de faire cette sélection parce qu'on n'a pas envie de s'intéresser aux chiffres des entreprises, aux résultats des entreprises, eh bien, on peut tout à fait faire des trackers. Et là, on sait qu'on aura la performance du marché boursier, et on sait que sur le long terme, eh bien, il faut faire des actions pour avoir une bonne rentabilité. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut expliquer aux femmes, c'est que l'investissement, c'est pas compliqué. On n'est pas obligé
obligés d'aller sur des trucs, des instruments financiers complexes ou d'arbitrer tous les mois son portefeuille ou ses investissements. Donc c'est le premier message qu'il faut faire passer, je pense. Et le deuxième message, il faut rendre les femmes plus visibles dans la finance, parce que quand on regarde les médias, quand on regarde les journaux spécialisés dans le patrimoine, la finance, etc., on ne voit pas les femmes, alors qu'on en a une foultitude qui sont toutes plus brillantes les unes que les autres, mais qu'on ne voit pas dans les médias. Donc moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pas parce que j'adore intervenir et me montrer, mais c'est juste parce que la parole des femmes compte, et il faut que les médias, c'est important, aujourd'hui, systématiquement, dans tous les panels, dans toutes les conférences, dans tous les panels, ils mettent systématiquement une femme sur un podium. Les médias féminins également. Oui, pas forcément mettre le dernier rouge à lèvres à la mode, mais parler placement, aussi, avoir des rubriques argent. On le voit de plus en plus, d'ailleurs, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il faut mettre l'indépendance économique en première ligne. C'est primordial. Oui, c'est primordial. Et puis, pardon, je vous ai interrompu. Vous souhaitez compléter peut-être ? Non, mais oui, j'adhère totalement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une chose qui est propre au féminin, c'est la charge mentale. D'accord ? Oui. Les femmes ont une charge mentale qui est très lourde, ce qui fait qu'elles n'ont pas le supérieure à celle des hommes, par exemple. Les supérieures, déjà, elles gèrent généralement la maison, les enfants, la nounou, le travail. Elles travaillent quand même pour la plupart. Elles ont une charge mentale qui est très lourde. Donc, la finance, ça passe finalement en dernière priorité. Or, ça devrait être l'une des premières priorités. Mais il a des moyens, finalement. On n'est pas obligé de gérer soi-même. Il a de la gestion automatisée, il a de la gestion pilotée. Ce qui est important, c'est que la finance soit de plus en plus accessible. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut d'abord sensibiliser à l'importance de gérer ses finances et deuxièmement, apporter une solution qui leur parle. Une solution qui soit accessible, qui soit simple, qui soit automatisée et qui fait sens. Donc, on a parlé effectivement de faire sens. Les femmes ont besoin d'avoir du concret et de donner de la valeur finalement à leur investissement. C'est vrai que l'investissement responsable est une priorité pour beaucoup de femmes qui désirent investir et on ne peut que s'en réjouir. Il faut simplement expliquer aussi qu'il peut y avoir des différences de performance. Et ensuite, oui, c'est pas compliqué. On a des professionnels de la gestion de patrimoine, de la finance qui permettent finalement d'apporter des solutions mais vraiment cet exercice de planification financière, de comprendre combien je dois investir pour préparer ma retraite et quel rendement je dois accéder, il faut le faire. Il faut le faire, il y a des outils pour le faire et c'est important pour l'autonomie financière sur le long terme. On finira là-dessus. Merci beaucoup Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Vous êtes fondatrice d'Evest et enseignante à l'Université Paris-Dauphine. Merci beaucoup. Et merci Evelyne Brugère. Vous êtes présidente de FOEB Solutions. Merci à toutes les deux d'être intervenues sur ce plateau. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Nous sommes ravis de recevoir Jean-François Garin. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes directeur général délégué du groupe Premium et nous allons parler sur ce plateau du suivi client du segment de clientèle mass affluent. Pour commencer, quels sont les clients que vous accompagnez au sein du groupe Premium, Jean-François ? Beaucoup de clients dans de nombreux segments. Le groupe Premium est un groupe superbe qui s'occupe de la gestion de patrimoine en France. C'est le plus gros acteur aujourd'hui, donc c'est vraiment intéressant. Et ça va justement de cette clientèle, alors ça fait un peu barbare, mass affluent, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de la clientèle aisée, donc ça va de cette clientèle aisée. Comment la définit-on ? Très simplement, c'est des gens qui ont entre 100 000 et 500, 600 000 d'actifs liquides, donc hors immobilier, d'accord ? Donc ça, c'est cette tranche-là. Et puis, on va jusqu'aux clients vraiment fortunés, qui vont dépasser le million d'euros, et aux gens très, très riches. Donc, on les adresse par différents canaux. Voilà, le courtage avec des mandataires, et puis des cabinets de gestion au patrimoine, les fameux CGP, voilà. Et puis aussi ce qu'on appelle des family office, là où on traite vraiment la grande gestion de fortune. Donc ça va de cette clientèle, on va dire, aisée, mass affluent, jusqu'à vraiment des clientèles très fortunées. C'est la spécificité du groupe Premium ? Exactement. On adresse tous ces segments de clients, et je rajouterais volontiers, en plus, on les prend à différents âges.
Ça, c'est vraiment intéressant parce que, vous voyez, le client mass affluent, alors de qui parle-t-on? Des professionnels de santé, par exemple, des professions libérales, des cadres dirigeants, des cadres d'entreprise, donc des salariés, des non-salariés, et on les prend dans le courtage. Ça, c'est une grande spécificité de notre groupe, à moins de 40 ans, à 39 ans, vous voyez, donc on les prend jeunes, et puis quand vous êtes dans la gestion de fortune, souvent vous avez des sujets de transmission, de grandes familles, donc là vous avez aussi des clientèles qui vont jusqu'à des gens très seniors. Et quels sont les besoins de cette clientèle en particulier, Jean-François ? Alors, ça, c'est très important comme question. Pourquoi notre groupe réussit? C'est pas complètement et non pas du tout par hasard. Pourquoi? Parce que quand vous pensez à ces clients-là, vous dites, est-ce qu'ils sont bien servis aujourd'hui? Alors, je ne vais pas faire d'ostracisme, mais la réalité, c'est que cette clientèle, notamment aisée, là, mass affluent, ils sont évidemment, comme nous tous, dans des banques. Et la réalité, c'est qu'ils ne sont pas très bien suivis. Et ça, toutes nos enquêtes nous le disent. Pourquoi ils ne sont pas bien suivis? Parce que leurs conseillers, ils bougent beaucoup. Et ils sont traités, entre guillemets, comme n'importe quel Français. Et ces gens-là, vous voyez, quand vous parlez de votre retraite, vous parlez de la transmission, vous parlez de tout ça, eh bien c'est difficile de recommencer tous les 2, 3 ans, 4 ans, quand vos conseillers changent. Ça, c'est vraiment le gros problème de ces segments, de ces Français qui attendent autre chose. Plus de conseils? Alors, beaucoup plus de conseils et surtout beaucoup plus de suivi. Donc, ils ont 3 besoins majeurs. Le suivi, en 1. 2, ils sont beaucoup plus digitaux que les autres. Et 3, ils ont besoin un petit peu de reconnaissance. Parce que les gens dont on parle, c'est vraiment eux qui ont fabriqué, j'allais dire, leur patrimoine. Et donc, il y a un petit peu ce besoin de reconnaissance. Donc, ils viennent au sein du groupe Premium pour avoir ces 3 suivi d'accompagnement, en fait. C'est ça. Et si je vais vous donner un chiffre, moi, qui me surprend à chaque fois, c'est le niveau de satisfaction des gens qui sont suivis et ceux qui l'ont pas. Est-ce que vous savez le pourcentage de satisfaction, c'est du NPS, donc du Net Promoter Score, donc c'est ceux qui sont contents versus ceux qui ne sont pas. Quand vous êtes suivi à moins de 12 mois, c'est-à-dire vous avez un entretien tous les ans, on va être simple, vous êtes à 75, 80, donc c'est des scores extraordinaires. Dès que vous passez cette limite et que vous êtes déjà à plus de 13, 14, 15 mois, vous descendez à un tiers, à 25. D'accord. Vous voyez ? Donc l'importance du suivi et surtout d'avoir les mêmes personnes qui vous accompagnent au cours du temps, c'est fondamental. Une dernière question, très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, mais quels sont les enjeux démographiques et les enjeux d'épargne? Alors justement, on a tous travaillé sur les sujets de la retraite, notamment. Ouais. Et donc, on a un sujet de déplacement, puisqu'il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Donc, fondamentalement, il y a un sujet sociologique, démographique, qui est la retraite, la préparation à la retraite. Et ça, plus on prépare tôt, mieux c'est. C'est pour ça que je vous disais dans les segments, ce qui est très important, notamment avec le courtage, c'est de prendre les gens très jeunes pour pouvoir les projeter. Donc dès que vous en occupez tôt, plus vous avez de chances de réussir. Vous avez des taux de remplacement de l'ordre de 40%, vous imaginez. Donc si vous ne préparez pas ça aujourd'hui, avec les enjeux de financement des retraites d'État, entre guillemets, eh bien, vous pouvez vous trouver dans des situations très graves. Et ce que fait le groupe Premium, notamment, c'est d'aider les gens à préparer ça au mieux. On finira là-dessus. Merci beaucoup, Jean-François Garin. Vous êtes directeur général délégué du groupe Premium. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.